Nous allons donc quitter l'espace, mais garder de la hauteur, avec une double analyse sur les principaux risques mondiaux. Double analyse pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Andrew Lindsay. Bonjour Andrew. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Regional Manager Marketing and Sales Support chez Alliance Commerciale. Et à vos côtés, Dan Ben-David, Global Head of Innovation chez AXA XL. Bonjour. Alors, il se trouve que Alliance comme AXA, pas du tout concurrent, réalise chaque année un baromètre des risques, grosso modo, avec des méthodes à la fois un peu différentes et complémentaires. Donc, ça vous permettra l'un et l'autre de vous appuyer sur ces baromètres pour nous parler des grands risques. Pardon, de ce qui monte, des signaux faibles, voilà, nous faire un peu le paysage de ce qui doit nous faire peur pour l'année prochaine. Très concrètement, je vais vous demander à l'un et l'autre, quel est le risque qui vous fait le plus peur aujourd'hui? Dan. Alors, je vais commencer. Alors, le premier risque que le rapport AXA... Alors, le rapport AXA est sorti en octobre 2023. Donc, il date un petit peu puisqu'on a déjà démarré l'enquête pour le nouveau rapport 2024. Mais néanmoins, et là, je pense que personne dans la salle ne sera étonné, le premier risque qui apparaît dans l'enquête, c'est celui du changement climatique. Alors, presque rien de nouveau, mais ça fait déjà 5 ans que ce risque est dans le podium du risque d'AXA, enfin du Future Risk Report. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'à la fois en Europe, mais aussi à l'échelle mondiale, l'ensemble des experts qui ont été interrogés mettent cette menace comme étant essentielle. Et notre enquête s'appuie aussi sur le grand public. Et là aussi, auprès du grand public, il y a aussi cette menace qui apparaît comme étant la plus prenante. Donc là, on retrouve un accord entre les experts, le grand public, et donc ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau où cette problématique, cette question importante est la plus remarquable, et donc qui dit qu'on va pouvoir ensemble faire face à ce défi. Alors, on l'a observé, ce changement climatique en réalité, on l'observe déjà. On a eu des événements climatiques extrêmement importants, on a eu des ouragans, des incendies de forêt. Donc si on prend un exemple, parce que dans ce public, vous êtes sensible à cela, si on prend par exemple les ouragans ou les cyclones, la hausse des températures de la surface de la mer a augmenté, comme vous le savez, lié au changement climatique, et l'indice des cyclones a augmenté de 8% en 2023, comparativement à la moyenne des 20 dernières années. Donc on a aussi cette intensité cyclonique qui augmente le risque pour nos opérateurs. Andrew, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas peur du changement climatique, hein, je suis d'accord. Quel est le risque qui vous fait peur aujourd'hui? Comme vous l'avez dit, nous aussi on a notre propre rapport qui s'appelle le baromètre des risques Alliance. Donc c'est un rapport qu'on fait tous les ans. Et là où c'est un petit peu différent, je crois, du baromètre AXA, nous on interroge des experts internes à Alliance et des experts externes, donc plusieurs milliers de personnes, pas de particuliers pour le coup. Et en fait, on se concentre sur les risques pour l'année à venir, donc c'est une vision qui est plutôt court-termiste. Pour notre rapport 2024, le risque qui est en tête, alors moi aussi je vais dire sans surprise, même si c'est pas le même, le risque qui est en tête de nos classements 2024, c'est le risque cyber. Donc c'est un risque qui apparaît en tête de notre classement 3 fois ces 5 dernières années, et cette année il est en tête et de loin, là il a creusé l'écart, donc en fait c'est un risque qui est majeur et surtout qui semble être perçu comme grandissant, donc encore prendre de l'importance. Donc risque cyber qui se manifeste de différentes manières, vol de données, attaque sur les infrastructures, extorsion, qu'on appelle aussi ransomware, qui est la version du risque cyber qui est en pleine progression. Donc c'est un risque qui touche toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et c'est aussi un risque sur lequel la demande en expertise est plus forte que l'offre. Donc au passage, si certains cherchent une reconversion, il y a probablement un domaine intéressant à explorer ici. Surtout ce que ça veut dire, c'est comme l'offre d'expertise est moins forte que la demande, toutes les entreprises n'arrivent pas à combler leurs besoins en expertise, et ça veut dire que ce risque impacte encore plus les PME qui ont moins les moyens de s'investir sur ce type de sujet. Donc, chez nous, le risque le plus important, c'est le risque cyber. Alors, si vous voulez tout lire en détail, hein, en fait, j'ai refusé qu'on aille trop loin, mais vous pouvez avoir accès directement aux 2 rapports grâce à ces QR codes.
Bon, on a parlé risque climatique, cyber, qu'est-ce qui arrive après? Risque géopolitique. Le rapport d'AXA, déjà en 2023, et donc à l'aune, à la lumière de la guerre en Ukraine, après l'invasion par la Russie. Donc cette première situation a exacerbé en tout cas l'importance de ce risque. Et puis on voit encore que ce problème géopolitique continue à s'amplifier, puisque la Sortez guerre... comment en France, hein? Alors, attendez, en France, restons déjà à l'échelle mondiale, puisque au niveau du monde, là on a encore la guerre en Israël contre le Hamas qui exacerbe encore ces tensions géopolitiques, et on voit comment ce que tout ça, on va dire, crée des défis supplémentaires. Bon, je ne vais pas vous taquiner, hein, mais j'ai écouté le président, enfin j'ai lu ce qu'avait dit le président. Alors, voilà, enfin... On a vu comment est-ce que ces risques géopolitiques, en tout cas aussi pour le monde du transport, la guerre en Ukraine, un défi incroyable, en tout cas pour le secteur aérien, à travers l'augmentation de ces routes aériennes qui nécessitent d'éviter des territoires. Idem, maintenant avec le détroit d'Ormuz, on se retrouve à devoir refaire face encore à des changements de route. Et tout ça augmente les coûts de transport, augmente les coûts de Et vous évitez scrupuleusement ma question franco-française. On est en pleine période d'élection, je ne vais pas me prononcer. Andrew, qu'est-ce qui vient pour vous après? Chez nous, le risque est numéro 2 dans le classement de notre baromètre, c'est le risque de perte d'exploitation et de perturbation de la chaîne logistique. Donc là aussi, c'est un risque qui est dans notre top 2 depuis 5 ans déjà, et puis qui était même toujours placé avant ça. Donc un risque qui reste majeur, même s'il n'est pas nouveau, c'est un risque qui reste absolument crucial pour les entreprises. Alors il se manifeste selon différentes formes. Il y a des formes classiques par lesquelles le risque survient, que vous connaîtrez tous, hein, incendie, explosion, panne d'équipement, panne de matériel, bris de machine, ça c'est les formes un peu plus classiques de situations qui mènent à une perte d'exploitation pour une entreprise par ses opérations qui sont impactées ou par ses fournisseurs qui sont eux-mêmes impactés. Donc ça c'est les formes plus classiques. On a des formes qui sont aussi plus émergentes évidemment. On a parlé de cyber. Une attaque cyber peut mener à un risque de perte d'exploitation. On a aussi parlé de changement climatique déjà. Qui dit changement climatique dit catastrophes naturelles. Catastrophes naturelles qui augmentent en nombre et en intensité et qui vont potentiellement venir perturber soit une entreprise, soit sa chaîne logistique. Donc c'est un vrai travail d'équilibriste pour les entreprises de gérer ce risque-là. Régis, que je vois juste devant moi hier, mentionnait le pont de Baltimore, qui est un exemple assez illustratif d'une situation où voilà, il y a une collision, le pont s'écroule et en fait on a une quantité d'entreprises qui sont impactées, toutes celles qui devaient passer par ce pont ou toutes celles dont les fournisseurs devaient passer par ce pont pour transporter des marchandises. Donc vraiment un risque qui reste crucial pour les entreprises aujourd'hui. Andrew, on a cité 4 risques là pour le moment, il y en a beaucoup d'autres si on va dans vos rapports. Est-ce qu'on est désormais dans cet univers polycrise dont on entend souvent, enfin c'est un terme qu'on a vu se développer depuis 2-3 ans je dirais. Est-ce que pour vous c'est le bon terme? Alors nous on utilise un terme qui est un peu différent mais pas si éloigné finalement, qui est le terme de permacrise. Qui vient de l'anglais permanent crisis, qui veut dire crise permanente. Et en fait, c'est l'idée que en fait, les crises s'enchaînent sans arrêt, se chevauchent même, et c'est particulièrement le cas depuis le Covid. Donc nous, on parle de permacrise, on n'est pas très loin en termes d'intitulé. Surtout, ce qu'on note, c'est une plus grande interconnexion et interdépendance entre les risques. Nous, c'est ça qui nous marque le plus. J'ai évoqué le risque cyber, j'ai évoqué la perte d'exploitation. Et à chaque fois qu'on évoque un de ces risques, en fait, on est amené à l'évoquer ensemble avec un autre risque. Le risque cyber, il est lié à l'émergence des nouvelles technologies comme l'IA. Il est aussi lié à l'instabilité géopolitique dont a parlé Dan. Donc voilà, donc un risque ne peut pas vraiment être pris isolément.
ou en tout cas de moins en moins. Et c'est ça qui peut être difficile pour les entreprises, d'autant qu'on est dans un contexte où on a une impression d'accélération de changements technologiques, changements sociétaux, changements géopolitiques, qui fait que les entreprises peuvent avoir du mal à suivre le rythme, et même les législateurs et régulateurs d'ailleurs ont un peu de mal à suivre le rythme, et parfois il y a des décisions qui sont prises dans un domaine ou dans un autre qui vont venir impacter un autre domaine sans qu'on l'ait forcément perçu à l'avance. Donc nous, oui, on parle de permacrise, mais surtout d'interconnexion et d'interdépendance des risques. Je rajouterais sur une notion de permacrise sur laquelle je souscris complètement. Moi, j'observe plutôt une notion de départ de feu simultané. On pourrait dire que comme dans un feu de forêt, on va avoir plusieurs points de départ de feu. Et là, aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on observe. On observe les crises géopolitiques, des crises sociales. On a des élections aux US, on a des élections en Europe, européennes, qui s'activent. Et en France ? Et en France, on a des élections. Et donc, tout ça se conjugue et à la fois crée des tensions supplémentaires. Donc on l'a vu sur les risques liés pour le transport, on l'a vu sur l'aérien, mais en même temps je dirais que ces tensions de géopolitique vont aussi nous affaiblir dans notre capacité à affronter le défi climatique. Dans ces tensions géopolitiques, on sait très bien que pour les besoins, on va dire, d'organisation, de régulation, d'harmonisation de certaines règles, les tensions en Europe notamment, ou encore avec la Russie, etc., et la Chine, on va avoir du mal à trouver un terrain d'entente commun pour le défi sur les émissions de carbone. Permacrise, polycrise, je trouve qu'il y a un mot qu'on entend moins. Alors est-ce que c'est passé de mode ou est-ce que c'est le mot systémique? Est-ce que ça a remplacé? Il y a eu toute une phase où on était là dans le cyber, c'est systémique, le climat, c'est systémique. Est-ce qu'on a oublié le systémique pour le poly, ou le perma? Alors, moi, mon point de vue sur la notion de systémique, quand on a évoqué les crises systémiques, c'était plutôt à l'époque de la crise financière, en 2008, lorsqu'on avait vraiment des effets dominos qui permettaient de tout d'un coup faire tomber le château de cartes. Et on le craignait pour le cyber. Et alors, le cyber reste un risque systémique, on le sait. Mais on va dire, le terme et ce qu'on a en tête, quand on regarde les grands risques, effectivement, on était sur un phénomène d'effet domino. On est aujourd'hui sur le changement climatique, on est sur une tendance certaine, mais on est quand même sur des rythmes plus lents. Et donc c'est pour ça que la notion de systémique ici, elle ne vient pas avec la notion de vitesse, telle qu'on pourrait le voir lorsqu'on l'a vu dans la crise financière en 2008. On a parlé des grands risques. Est-ce qu'il y a des sujets qui montent, des espèces de signaux faibles que vous voyez venir de loin et qui pourraient, je sais pas, il y a des trucs qui étaient comme ça sous-jacents, je pense évidemment à la pandémie. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on voit venir de loin comme ça? Alors, il n'est pas du tout loin pour le coup, parce que moi le sujet que je voulais évoquer, le risque qui monte dans notre baromètre, c'est le risque politique. Donc on l'a déjà pas mal abordé, il n'y a pas besoin d'aller dans le détail. Ukraine, Moyen-Orient, etc. Impact sur les acteurs qui sont directement impliqués, mais aussi sur tous les acteurs majeurs qui ont une implication indirecte. Les risques politiques, c'est pas que la guerre pour le coup, c'est aussi les tensions sociales. Alors, vous vouliez parler de la France, on n'en parle pas beaucoup, je ne vais pas parler d'élections évidemment, mais en préparant cette intervention, il y a quelque chose que je réalisais, c'est que ça va faire bientôt 1 an qu'il y a eu des grandes émeutes en France, qui étaient les plus importantes depuis 2005. En fait, on est assez rapidement passé à autre chose, j'ai l'impression, mais ça montre qu'en fait, il y a quand même une tension sociale en continu qui est plus ou moins marquée et qui peut ressortir d'un coup. Donc voilà, tension sociale, au-delà des tensions purement politiques et géopolitiques. Et les élections, évidemment, je ne vais pas répéter ce que disait mon collègue Ludovic Subran hier, qui fait ça évidemment beaucoup mieux que moi, mais on est dans une année d'élections record. Alors lui, il a dit qu'il y avait 60% de la population mondiale qui était invitée aux urnes en 2024. Moi, mes chiffres étaient un petit peu plus bas, un petit peu moins de la moitié, mais voilà, l'ordre de grandeur est là. Donc voilà, beaucoup de changements possibles de par toutes ces élections. Les élections françaises, évidemment, et les élections américaines, celles-là, on les voit venir depuis très longtemps et on sait que ça va rythmer le calendrier de fin d'année parce que les résultats de l'élection vont avoir un impact évidemment sur les États-Unis mais sur le reste du monde. Donc c'est pas un risque qu'on voit arriver avec des signaux faibles, c'est des signaux forts mais avec un impact fort aussi.
Dan, un risque faible, Alors, un risque faible... Un signal faible sur un risque potentiel. Alors, on n'a pas vu de choses évoluer de façon avec, on va dire dans le rapport, où je rejoins ce que tu disais sur les tensions sociales. Donc, c'est aussi un risque qui, étonnamment, dans notre rapport en 2023, il était, on va dire, en baisse. C'est assez étonnant puisque il y avait effectivement les émeutes, mais au moment où on a fait l'enquête, je pense que c'était juste avant les émeutes. Donc je pense qu'il y avait à ce moment-là pas d'éléments, on va dire, probants qui matérialisaient ces risques-là. Il y a ce risque aussi qui a été évoqué dans notre rapport, qui est celui sur les risques liés à la biodiversité, mais ceux-là aussi, ils sont liés au changement climatique, ils sont connus. Celui qui est tout à fait nouveau, en tout cas dans notre top 5, et qui a, pour moi, en tout cas, m'a étonné énormément, c'est celui de l'intelligence artificielle. Alors je vais en parler, parce que alors dans notre rapport, il est apparu dans le top 5, alors qu'il n'y était pas sur les dernières années, et au moment où l'étude a été faite, en fait, on était tous en train de vivre l'expérience ChatGPT. Donc je pense que ça marque tout le monde. Et moi, à titre personnel, puisque je suis en charge de l'innovation chez AXA XL, l'intelligence artificielle, c'est mon premier objectif d'innovation. Mon deuxième objectif d'innovation, c'est celui du Generative AI. Ensuite, j'ai le cyber, ensuite j'ai d'autres. Vous ne le mettiez pas en risque? Alors, c'est ça qui est difficile pour un acteur, quand on est dans l'innovation ou quand on veut travailler avec l'intelligence artificielle, on n'a pas envie de voir ça comme un risque. Mais néanmoins, quand on regarde ce que cela veut dire, quand on regarde ce qu'on peut faire avec ChatGPT, quand on travaille avec nos équipes internes dans le déploiement de solutions Generative AI, la première question qu'on nous pose, on dit mais cette solution tout d'un coup, elle va permettre au kidam moyen, à l'intérieur de l'entreprise même, de pouvoir fabriquer du code qui va être dangereux pour l'organisation. Et donc attention, il faut mettre des barrières de sécurité, il faut mettre des protections. Donc ça, c'est un exemple. Il y a un deuxième élément, mais là dans le rapport déjà, les experts et le grand public l'ont ressenti, l'ont montré. Ils ont dit finalement cette intelligence artificielle, elle va conduire à de l'automatisation, elle va conduire donc à un impact sur l'emploi. Et ça fait partie aussi d'une des craintes d'une partie de ceux qui ont répondu à l'enquête, notamment en Asie, et ça a donné, ça crée une inquiétude qu'on pourrait après relier au tension social, etc., etc. Mais ce qui est aussi remarqué dans le rapport au sujet de l'IA, et je vais en finir là-dessus, c'est qu'il y a chez les experts, comme dans le grand public et aujourd'hui même avec des acteurs essentiels de l'intelligence artificielle, où il y a une demande pratiquement, je dirais, de moratoire, presque de principe de précaution sur l'intelligence artificielle en disant attention, ça va trop vite, ça va trop loin, faisons attention, ou à minima, donnons accès aux experts, aux scientifiques externes, pour qu'ils puissent auditer ce que les grandes entreprises fabriquent en termes de code informatique ou en termes de code électronique pour pouvoir auditer et contrôler, prévenir le risque. On a peur de ce qu'on ne comprend pas. Andrew, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait peur, qui vous a surpris vous aussi dans votre rapport? Oui, alors ça ne m'a pas fait peur beaucoup, mais ça m'a surpris. Nous, le risque lié à la crise énergétique est sorti du top 10 de notre rapport 2024. Alors il est encore 8e en France, mais il est quand même plus bas que l'année précédente, alors qu'il était 4e dans le rapport 2023. Donc voilà, une baisse assez forte. Nous, notre rapport, il est réalisé au dernier trimestre de l'année, alors qu'en Europe et dans l'hémisphère nord, on rentre dans la partie hivernale, ce qui fait que les sujets en général de crise énergétique sont un petit peu plus prégnants à ce moment-là. Donc ça, personnellement, ça m'a surpris. En fait, je ne me l'explique pas. J'ai pas forcément d'explication. Je ne sais pas si c'est parce que on a décidé que c'était comme ça, on fait avec. Je sais on pas est très court-termiste en fait. Peut-être qu'on estime qu'on s'est ajusté suffisamment par rapport à la situation, donc moins de dépendance au gaz russe, plus d'économie d'énergie. Je ne sais pas, peut-être qu'on estime que le surcoût final lié à la crise énergétique, il a été poussé au consommateur final, donc il est moins important pour les entreprises, parce que pour rappel, notre rapport, il est axé sur les risques pour les entreprises. Bref, je ne sais pas. Ça m'a surpris et je n'ai pas de réponse. En tout cas, ce qu'on dit côté Allianz, c'est que quoi qu'il en soit, même s'il a baissé cette année, ça reste un risque absolument crucial pour des raisons politiques, qui est une des raisons pour lesquelles il est apparu en premier lieu, mais aussi pour des raisons climatiques, où on reboucle sur des sujets dont on a parlé.
on a un gros travail vers un travail de transition vers des énergies vertes. Ce travail-là, il n'est pas facile, il n'est pas évident, il a un coût, il demande beaucoup d'efforts, et donc le sujet de la crise énergétique, de la sécurité énergétique risque de revenir relativement vite. Ça, c'est un risque qui baisse. Est-ce qu'il y a chez vous, Dan, des risques qui ont baissé aussi, qui sont surprenantes? Alors, la pandémie, il est complètement pratiquement sorti du top 5. Et alors, ce qui est assez en soi, j'ai envie de dire, le risque est toujours là. Le risque de pandémie reste là. La première pandémie, en tout cas, qui avait marqué la planète, je pense que c'était le SRAS, je ne sais plus si c'était 2004 ou 2001, en Asie. Ensuite, bien sûr, on a eu d'autres épisodes de pandémie et la crise du Covid qui a été énorme. Est-ce que le risque a complètement disparu? Alors finalement, on peut se poser la question, on va dire, de la boule de cristal de ces experts qui nous disent le risque a baissé. Alors je pense que finalement, ce qui fait que dans le rapport et la façon dont les experts peuvent faire ce risque, c'est que comme on a été heurté à très grande échelle et à forte amplitude, c'est que finalement on a montré qu'on a été capable d'être résilient, que les politiques de santé publique aussi se sont adaptées, qu'on a démontré une capacité à faire face, on a trouvé des mécanismes de survie, en tout cas de résilience, et que donc du coup la menace en tant que telle, paraît moins prégnante. Finalement, on s'en est sorti en fait. Oui. Mais je rejoins ce que vous disiez sur cette vue un peu court-termiste. Nous, on a eu la même expérience. Pandémie, boum, dans le top 2, 3 pendant 2 ans, je crois. Puis il est retombé au-delà du rang numéro 20, alors que c'est un risque latent qui peut revenir, effectivement. Est-ce que vous avez un conseil ou un message particulier pour notre audience transport, on va dire? Alors, on a beaucoup parlé d'instabilité, de complexité, d'interdépendance. Et en fait, toutes ces notions-là qui sont liées aux différents risques qu'on a évoqués, elles s'appliquent aussi et surtout au domaine du transport. Hein. Donc, quand on parle des risques géopolitiques, je pense que c'est le risque ou le secteur qui est probablement le plus impacté par le risque géopolitique, c'est le secteur du transport. On a évoqué les attaques en mer Rouge. Voilà, ça va forcer à faire du reroutage, passer par d'autres routes. Donc clairement, un exemple de risque qui vous impacte sur, par exemple, le trajet qui doit être différé, donc potentiellement un plus fort impact environnemental et puis tout simplement un plus fort coût. Ou alors si vous faites le choix de quand même passer par les zones qui sont un petit peu dangereuses, vous vous exposez à des vols ou des pillages. Et au-delà de ça, on constate aussi des vols et des pillages, pas seulement durant le transport de marchandises, mais aussi durant le stockage de marchandises. Voilà, juste un contexte où l'incitation au vol est plus importante. Donc la fréquence de ce type d'événements augmente. Moi, je ne suis pas du tout expert du secteur du transport, mais en fait, quand je regarde tout ça, je me dis qu'il y a plein de challenges intéressants à traiter, et ça, j'allais dire, ça nous force, non, ça vous force à réfléchir à des solutions d'assurance et des services associés qui permettraient de répondre à ces risques. Alors, je dirais que le monde du transport, qui est un peu le sang de notre économie globale, donc il est essentiel pour le développement. Et donc, on fait face ensemble à ces multicrises, à ces polycrises. Alors, on sait très bien que le transfert d'assurance pure ne suffit pas. Alors, il est essentiel, mais il ne suffit pas à couvrir l'ensemble des besoins. On va dire, si on regarde le rapport catastrophe naturelle, on n'a pratiquement que 50%, la protection gap, elle est autour de 50%. Il y a 172 milliards en 2023 qui n'ont pas été assurés par les assureurs. Donc finalement, on voit qu'il y a bien sûr les solutions d'assurance, mais aussi les solutions de mitigation ou de prévention. Et donc c'est là aussi deux axes qui sont essentiels dans cette stratégie pour faire face à tous les risques qu'on a évoqués, la partie géopolitique, les routes, la partie carburant. Notamment, il y a des solutions sur l'offset des excès d'émissions de carbone lorsqu'on a des routes qui augmentent. Voilà, donc il y a aussi des solutions qui existent pour faire face à ces imprévus. Donc la partie assurance, la partie prévention et la partie pilotage de son infrastructure pour diminuer sa vulnérabilité. Assez incroyablement, je pense qu'on a le temps d'une ou deux questions. Donc c'est une fenêtre que je vous invite à saisir. Je crois qu'il y a deux hôtesses au fond qui sont dotées de micros, mais je ne vous vois pas. Si vous faites de grands signes,
elles pourront s'avancer vers vous. C'est l'effet post-soirée, vous croyez? On va leur mettre un peu de lumière, ça va déjà... Peut-être qu'on les a déprimés. Écoutez, vous avez été tellement complet, tellement clair, où ils sont déjà tous en train de lire les 500 pages cumulées de vos rapports. S'il n'y a qu'une seule chose qu'on doit retenir de cet univers de risque. Alors, lorsqu'on parle de risque, on peut avoir envie de se dire, bon, comment est-ce qu'on va faire face? Mais je pense que les solutions, elles existent. Et si on est tous ici ensemble, c'est justement pour traiter de ces solutions-là, pour les trouver, pour travailler ensemble, pour innover. Mais finalement, de se dire que le demain est un futur qui doit être positif. Et donc, si on affronte tous ces défis-là, on va dire en étant abattu, là, je pense qu'on n'y arrivera pas. Mais on doit faire face de façon positive. C'était la minute d'espoir après les 20 minutes de... Oui. Andrew, qu'est-ce qu'il faut retenir? Et je voulais faire exactement la même chose. On a parlé que de risques, que de menaces, que de choses qui ne vont pas, mais c'est à cause de Pascal, il nous avait donné ça comme sujet. Peut-être, mais quand on parle de risque, on parle aussi d'opportunités. Donc moi j'ai plutôt envie de finir là-dessus. Opportunité pour les entreprises d'améliorer leur gestion des risques. Dan l'a mentionné quand il parlait de ce que vous faites chez AXA sur l'innovation. Vous essayez de ne pas penser en termes de risque, mais surtout plutôt en termes de solutions et d'opportunités. Et voilà, il y a un certain nombre d'outils digitaux, nouvelles technologies qui émergent, dont on perçoit les menaces, mais il y a aussi quand même beaucoup de valeur ajoutée qui viennent de ces nouveaux outils. Donc opportunité pour ces entreprises-là, et puis opportunité pour les personnes qui sont dans cette salle d'accompagner les entreprises dans un sujet qui est de plus en plus central et stratégique, qui est celui de la gestion des risques. Encore une fois, pas seulement après la survenance d'un événement, mais aussi en amont. C'est aussi et surtout ça le rôle d'un assureur. Donc, à vous de jouer. Au boulot. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.